J'ai un jour été mis au pied du mur par un professeur de droit qui s'intéressait à la méthode des associations tout en n'y croyant guère. J'allais lui rendre visite muni de mes accessoires, liste de mots inducteurs et chronomètre. C'était un monsieur âgé qui, au bout de la 15e association, se lassa et me dit « Au fond, qu'est-ce que vous voulez, il n'en sortira rien. » Bien au contraire, il en sort pas mal de choses dont je veux vous faire part. Allez-y. Eh bien, vous avez manifestement des difficultés financières. Vous pensez à votre mort qui pourrait résulter d'une atteinte cardiaque. Vous avez de temps en temps des palpitations. Et puis vous avez de doux souvenirs qui vous rappellent probablement une aventure amoureuse avec une Française. Il frappa la table du poing. C'est de la magie noire, comment savez-vous cela? Est-ce exact? Oui, tout est exact, s'écria-t-il. Il se rua dans la pièce d'à côté et, s'adressant à sa femme, la pressa de venir se soumettre à l'expérience, puis d'un coup, il se ravisa, sachant que tout un pan de son intimité venait d'être dévoilé. Bonjour et bienvenue au cœur des jardins de Jung. Je suis Rachel Silvius. Je suis Janice Rose. Et dans les jardins de Jung, nous voulons nous frayer un chemin à travers la dense végétation des notions jungiennes. Alors Jung, c'est qui? Carl Gustav Jung, c'est ce médecin psychiatre suisse qui, dès le début de sa carrière, va se doter dans sa pratique de médecin psychiatre d'un outil scientifique de diagnostic pour, dit-il, fonder la compréhension des mécanismes psychiques sur une base solide. Donc, il essaye de trouver une manière scientifique de travailler. Eh bien écoute Janice, poussons ensemble la grille de ce 3e jardin de Jung et partons à la recherche de ce que Jung avait nommé la méthode des associations. On va à nouveau tourner et retourner autour de cette méthode pour découvrir sa relation avec l'introversion et l'extraversion. Alors, avant d'aller plus loin, on pourrait se poser la question. La méthode des associations de mots, magie noire, comme le crie le professeur de droit, ou méthode expérimentale? Alors, un petit rappel sur les débuts de la psychanalyse, avec l'exploration de l'inconscient. À la fin du XIXe siècle, on va observer la popularité de méthodes subjectives et intuitives. Par exemple, il y a Franz Mesmer qui expérimente avec l'hypnose. Il y a les tables tournantes, le spiritisme, les médiums, qui sont extrêmement populaires. La psychiatrie est issue de l'âge de raison, et on se demande comment traiter les fous. On essaie de les soigner au lieu de les maltraiter. Et il faut dire que c'est dans ce contexte du tout début du XXe siècle que Jung, qui est alors jeune médecin, va reprendre une méthode expérimentale qui existait déjà et il va l'adapter à l'étude des complexes psychologiques. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il atteste d'abord sur des non-patients, comme on vient de l'entendre en ouverture avec l'anecdote de l'universitaire. Puis il va ensuite l'appliquer à ses patients névrosés et hystériques. Alors Rachel, est-ce que tu pourrais nous expliquer les accessoires nécessaires pour la réalisation du test? Comme on le dit dans l'ouverture, c'est assez simple. Pour la première phase, il faut une liste de mots inducteurs, généralement une 50aine ou une 100aine de mots, et un chronomètre. C'est n'importe quel mot? Alors, oui et non. Les mots inducteurs ne doivent avoir entre eux aucun rapport de signification. Pourquoi? Pour neutraliser les biais cognitifs, les déviations et les suggestions. Donc ce sont des mots isolés, comme ceux qui ont été présentés au professeur de droit. Je ne sais pas si tu te souviens, Janice, quels étaient ces mots. Argent, mort, embrasser, cœur, payer. Voilà, par exemple. On va demander alors au sujet de répondre aussi vite que possible par le premier mot qui lui traverse l'esprit, et l'expérimentateur, lui, va se contenter de chronométrer le temps de réaction. Il y aura ensuite une seconde phase du test, où on va reprendre la liste des mots inducteurs depuis le début, et cette fois, le sujet testé devra se rappeler de ses propres associations de mots. Et c'est tout? Oui, alors, pour la mise en place du test, c'est tout. Après, c'est grâce à la mesure du temps de réaction que Jung va cibler les oublis, les répétitions, enfin, tous les incidents qui vont signer la présence de complexes, comme chez notre septuagénaire qui frappe du poing sur la table, surpris de voir que quelques mots seulement peuvent révéler tout un arrière-plan inconscient. Du coup, il se passe quoi en nous quand on a du mal à associer un mot? Alors, quand tu as du mal à associer un mot, Jung va noter que ça dénote, ça révèle l'irruption d'un complexe affectif.
parce que ce complexe va produire une distraction interne qui va diviser l'attention du sujet et va produire des associations brouillées, comme des réponses du corps, des hésitations, des oublis, enfin une perturbation du temps de réponse. Alors, quel rapport on pourrait faire avec notre thème là, de l'introversion et de l'extraversion? Alors oui, ce qui est intéressant, c'est que du coup, Jung va noter que les sujets testés, grosso modo, se divisent en 2 catégories. D'un côté, il a les hystériques, de l'autre, ce qu'il appelle les psychasthéniques ou névrosés obsessionnels. Les 2 sont des maladies nerveuses. Et les hystériques vont plus fréquemment apporter des réponses émotionnelles et somatiques fortes. Le soma, c'est le corps, quand je dis somatique. Tandis que les psychasthéniques vont exprimer peu de réactions émotionnelles et développer plus de phobies, de préoccupations obsédantes. Donc, Jung va classer les hystériques plutôt dans l'extraversion, avec une énergie tournée au dehors, et les asthéniques plutôt dans l'introversion, avec une énergie tournée vers l'intériorité. C'est ça? Eh oui, tout à fait, Janice. Et il voit se dessiner ces 2 tendances. Et bien entendu, il va venir se rajouter ensuite le récit personnel, évidemment, du sujet, et puis l'analyse des rêves. Je veux dire que la méthode associative que Jung va utiliser au début de sa pratique, c'est un seul instrument de diagnostic. Mais voilà ce qu'il en dira. C'est avec les expériences d'association que commença à proprement parler mon activité scientifique. Je considère ces expériences sur les associations comme mon premier travail entrepris dans la ligne des sciences naturelles. Oui, cette volonté d'étudier la psyché de manière scientifique. Oui, pas simplement très intuitive, comme c'était le cas avec les tables tournantes où il n'y avait pas en fait de contrôle des données a posteriori. Et pour rester un petit peu dans notre compréhension aussi artistique des choses, on voulait vous présenter 2 visuels. On est allé chercher sur Wikipédia les définitions de l'hystérie et de la psychasthénie. Et voilà sur quoi on tombe, ces 2 représentations. Alors on va s'y pencher un petit peu. La première, c'est Charcot à la Salpêtrière. Ça a été peint en 1887. Il est environné d'étudiants en médecine et d'une malade hystérique. Et l'autre portrait, c'est un portrait de Modigliani de 1917 qui s'appelle « Femme à la cravate ». Alors, que voit-on dans ces œuvres? Qu'est-ce qui est donné à voir? Alors moi, j'aime le fait qu'on a les 2 tendances qui obéissent à 2 grammaires, on pourrait dire 2 grammaires corporelles distinctes. On a d'un côté presque le portrait de Charcot, dirait-on. Ouais. Parce qu'on est quand même dans cette ère où c'est les hommes qui étudient les femmes malades. Mais nous, on va s'intéresser au corps de la femme, d'accord? Soumis à l'hystérie. On va la regarder et on va voir que son corps se courbe et s'évanouit dans un mouvement d'ouverture de la coche thoracique. Ce corps, c'est son arc tendu vers l'extérieur. La chemise cède sous la poussée émotionnelle et découvre la gorge de cette femme et sa poitrine. On va noter aussi que le corps de la malade hystérique est environné d'autres intervenants qui l'étudient et la secourent. Donc il y a tout un réseau relationnel, on peut dire, qui est bâti autour de cette figure extravertie. Maintenant, lorsqu'on se tourne vers Modigliani, la femme à la cravate, lui nous offre un visage fermé, triste et allongé, typique de Modigliani. Les gens qui aiment son art, on sait qu'il a trouvé cette stylistique particulière. Et on a un regard perdu au loin. Le col est monté, il couvre bien haut le cou et la cravate noire vient fermer l'accès au torse. On peut noter aussi une certaine froideur, une pudeur, sans doute une solitude qui émane de la composition. Ouais, tout à fait. Ouais. Ces 2 images sont vraiment très parlantes. Si on se focalise un peu sur le fond, effectivement, pour le portrait de Charcot, on voit ce réseau relationnel dont tu parles. Il y a tout un tas d'étudiants autour, tandis qu'avec Modigliani, on a un fond complètement uni. Il y a juste cette femme, seule. Alors, on va vous laisser avec une citation tirée de L'homme à la découverte de son âme. La voici. Elle répond un peu à notre question de départ. La psychologie n'est pas une magie noire, c'est une science, celle de la conscience et de ses données.
Elle est aussi la science de l'inconscient, mais en second lieu seulement, car l'inconscient n'est pas directement accessible, précisément parce qu'il est inconscient. C'est sur cette citation que l'on vous dit à tout de suite pour notre 4e jardin de Jung.